Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. Le journal de 7 heures, la première grande édition d'information sur Radio Gabon. La référence, bonjour Guy Karel Bokona Mongala. Bonjour Bruce, bonjour à tous. À la une de ce journal, Guy Karel. À la une de l'actualité ce matin, la visite de terrain cette fin de semaine du ministre en charge des infrastructures. Léon Armel Bounda Balondi s'est imprégné du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville, exécutés par plusieurs entreprises de BTP commises par l'État gabonais. À Port-Gentil, on a procédé aussi cette fin de semaine au lancement officiel des travaux de la commission provinciale de la carte scolaire, une étape importante dans la recherche des mots qui mine notre système éducatif. Nous parlerons également dans ce journal de la lutte contre les sachets plastiques à usage unique. La thématique sera développée par Christian Abiagué, le président de SOS Consommateurs, qui sera aussi l'invité de l'émission Gabon Environnement de ce lundi sur nos antennes. En sport enfin, les Panthères du Gabon affrontent cet après-midi à Luanda en Angola les Paloncas Negras dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue à cette édition d'information qui, vous le savez, est la première grande session d'information de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Merci, messieurs, dames, d'avoir choisi à Radio Gabon la référence pour vous informer. Ouvrons ce journal par la visite de terrain ce week-end du ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux Publics, Guy Karel. Accompagné d'une forte délégation, Léon Armel Bounda Balondi a en effet ce week-end visité les chantiers de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville afin de s'imprégner personnellement du niveau d'avancement et de la qualité des travaux par les entreprises adjudicataires. Raï Moussavou de Santafé pour le constat. En allant visiter les travaux de réhabilitation des voiries urbaines des quartiers périphériques du Grand Libreville le week-end écoulé, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux Publics a été édifié sur les réalisations mais aussi sur les difficultés rencontrées au quotidien par les entreprises commises à la tâche. Vincent Loubaki Pambo, ingénieur génie civil responsable du lot Alibandeng 1. On a eu des contraintes liées à la SEG qui avait des conduites enfoncées et puis beaucoup d'autres contraintes. Quand on a ce genre de cas, les entreprises aussi comme Colas, ils ont toujours des équipes pour ce genre de travaux, c'est-à-dire que s'il y a des tuyaux qui sont dégradés pendant les travaux, ils font des réparations. Cette descente de terrain aura été l'occasion pour les populations concernées d'exprimer aux membres du gouvernement leur inquiétude quant à l'achèvement des travaux. Nous espérons que les travaux aillent à terme parce qu'en amont, un peu plus haut, il y a un grand lac causé par la fuite des tuyaux de la SEG. Nous vous parlons parce que vous représentez tout le gouvernement aujourd'hui. Que ces entreprises ne partent pas sans aménager, au moins, c'est vrai qu'ils travaillent la tâche par rapport à leur rendement, mais nous sollicitons de vous que vous regardez cette situation-là, monsieur le ministre. Aucun chantier ne sera abandonné. Les problèmes de tuyauterie vont être résolus dans les termes de l'urgence, a rassuré aux chefs de chantier et aux populations Léon Armel Bounda Balondi, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux Publics partout où il est passé. Nos compatriotes sont impatients de voir la réalisation de ces travaux menés à terme. Les travaux les plus complexes seront en 10 mois, mais nous allons tout faire pour réduire au maximum les délais. En même temps que les entreprises sont sur le terrain, il y a aussi des travaux qui se font en atelier où il est produit des éléments comme les pavés, les dalettes, ainsi de suite. Nous avons le financement sûr, nous allons donc achever ces travaux. Au niveau du gouvernement, ce sont prises avec aussi l'énergie et la SEG pour pouvoir pallier ces difficultés que vous avez rencontrées ci et là. Ces travaux d'aménagement des voiries urbaines du Grand Libreville ont été lancés au lendemain de la visite inopinée d'Ali Bongo Ondimba le 4 novembre 2020 dans certains quartiers, Ali Bandeng, Nzengayon, Iaï et Mindoubé pour ne citer que cela. À la fin de ce journal, nous vous proposerons un magazine sur cette visite de terrain du ministre en charge des infrastructures. Pendant ce temps, on continue de parler infrastructure routière avec le début des travaux de réhabilitation de l'axe Tchibanga-Mouabi, long de près de 100 km. Les travaux de ce tronçon, longtemps restés dans un piteux état, ont été confiés à la direction provinciale des travaux publics de la Nyanga pour une durée de quelques mois, de quoi réjouir les populations et les automobilistes qui empruntent cet axe au quotidien. Plus de précisions avec notre correspondant Aldo Othman Madunda.
C'est ce vendredi 26 mars 2021 que les travaux de remise en forme du réseau routier sur l'axe Tchibanga-Moabi ont été lancés. Ce tronçon d'environ 112 km souffre depuis longtemps d'une dégradation très avancée, au grand regret des populations qui paient le lot tribut. Pendant ce temps, les transporteurs deviennent des adeptes des garages. Notons que la base provinciale des travaux publics, qui est à l'origine de la réalisation de ces travaux, pourrait réhabiliter certaines voies dans le département de la Douini. Les activités qui ont débuté à Tchibanga au PK0 sont supervisées par Sosten Emery Boissa, le directeur provincial des travaux publics de la Nyanga. Un véritable ouf de soulagement pour la population de cette partie du pays qui se sentait comme délaissée car la route est l'une des infrastructures qui conduit au développement d'une cité ou d'un pays. Depuis Moabi pour Radio Gabon, la référence, Otman Aldo Mabunda Mabunda. Merci Aldo Otman Mabunda. À Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, le projet de la fibre optique a été officiellement inauguré ce week-end. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Adissembumbu Miyakou, qui a effectué personnellement le déplacement de la ville du Grand Blanc. De Lambaréné, nous avons la correspondance d'Estaki Bouangangindi. Plusieurs discours ont été prononcés lors de cette cérémonie inaugurale du projet fibre optique, marquée par la présence du gouverneur de province Barnabé Mbangalivois et d'une forte délégation composée des membres du gouvernement et d'autres invités ayant effectué le déplacement sur le site du centre technique. Pour la ministre de l'économie et de la relance, ce moment d'inauguration est qualifié d'historique. Janine Nicole Lydie Roboti, épouse Mbou. Je tiens à exprimer ma satisfaction de prendre part en qualité de ministre de l'économie et de la relance à cette cérémonie inaugurale de la phase 2 du projet central African Backbone, plus fréquemment appelé CAB plus 4. Aujourd'hui est un jour historique pour la sous-région, pour notre pays, pour la province du Moyen-Ogooué et pour la ville de Lambaréné. Historique pour la sous-région car il traduit la matérialisation définitive en acte concret d'une vision, celle des chefs d'État de la sous-région, à savoir interconnecter les différentes capitales de nos pays à travers une fibre optique haut débit. Le ministre d'État, ministre de la Communication et de l'économie numérique a présenté la structure réalisée. Edgar Anissé Mbumbu Miyakou. La liaison ainsi construite traverse 5 provinces, à savoir l'estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Vindo, l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué. Cette liaison est depuis lors opérationnelle et mise à la disposition des opérateurs économiques. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a sollicité un financement dit additionnel, CAB 4+, afin de déployer le réseau d'une part sur l'axe nord partant de Boué à Meyoki, frontière avec la Guinée équatoriale, puis à Eboro, frontière avec le Cameroun, et d'autre part l'axe Oyan-Lambaréné, lieu de la cérémonie de ce jour. Lambaréné est donc désormais le point devant interconnecter le reste du pays dans une prochaine phase du projet pour aboutir au maillage du Gabon en fibre optique tel que souhaité par les plus hautes autorités. Après la coupure du ruban, la visite du dit centre et le déplacement au centre de recherche médicale de Lambaréné-Sermel, la délégation a regagné Libreville. Lambaréné, Estaki Ibouangangimbi pour Radio Gabon, la référence. Parlons éducation à présent pour la suite du journal, avec le lancement à Port-Gentil des travaux de la commission provinciale de la carte scolaire. L'événement qui a réuni quelques principaux acteurs du monde de l'éducation a été présidé à l'échelle locale par le président de la dite commission, le gouverneur de province Paul Ngom-Mayon, qui est revenu au cours de son discours d'ouverture des travaux sur les objectifs fixés par le gouvernement. Les détails avec Ludwig Njimbi, notre correspondante à Port-Gentil. C'est dans la salle du Centre d'appui pédagogique et logistique de Port-Gentil qu'ont démarré les travaux des assises de la commission provinciale de la carte scolaire de l'Ogooué-Maritime en présence de monsieur le gouverneur de province Paul Ngom-Mayon en sa qualité de président de la dite commission, entouré de tous les membres du bureau. Prenant la parole en premier, celui-ci a donné les objectifs fixés par le gouvernement pour l'éducation sur le plan local et national. L'objectif visé par ces assises est la réussite scolaire de tous, c'est-à-dire celle de tous les enfants du pays, depuis les localités les plus reculées
jusqu'aux grandes métropoles. Il s'agira donc, au cours de ces travaux, de faire des suggestions en termes de construction scolaire, de création, extension et réhabilitation des établissements, de transfert et transformation des niveaux, de fermeture des établissements, de création et fermeture des centres d'examen, de création et réhabilitation des internats et cantines scolaires, et enfin la validation des demandes d'ouverture et de fermeture des établissements privés laïcs. Pour sa part, M. Tokom Ondo Aimé, chef de service de la statistique et de la carte scolaire, a tenu à présenter les membres qui constituent cette commission de l'Ogooué maritime. La commission provinciale de la carte scolaire réunit tous les acteurs qui traitent des problèmes éducatifs. Il s'agit principalement des autorités locales, des enseignants, les parents d'élèves et tous les autres acteurs, parce que vous vous en doutez, on ne peut pas construire un établissement scolaire dans une localité si les autorités de cette localité ne donnent pas leur aval. Voilà pourquoi il faudrait réunir tous ces acteurs pour traiter des problèmes éducatifs. Le ministère de l'Éducation nationale a choisi les dates du 22 au 27 mars 2021 pour tenir ces travaux. Radio Mandji, Ludwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. 7h13 sur Radio Gabon. Inverse également de l'actualité de ce lundi. Le point de presse hier dimanche des personnes vivant avec un handicap. C'était au centre social d'Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville. Ce point de presse, il faut le souligner, avait pour but d'éclairer l'opinion nationale suite à leur comportement la semaine dernière lors du passage d'une délégation de l'hôtel de ville sur ce site qui abrite plusieurs d'entre eux. Arnaud Ondo Ngozogo. Les personnes vivant avec un handicap déplorent la tournure prise par la visite d'une délégation de la mairie de Libreville au centre social d'Akébé. Par la voix de leur porte-parole, ils apportent les éclairages suivants. Wilfried Mouélé. Pendant que nous attendions le maire de Libreville, grande fut notre surprise de ne recevoir que son cabinet. Ce dernier a été bien reçu. Il a même procédé à la remise symbolique du don. Après réception et remerciement d'usage, au moment de vouloir présenter dans quelles conditions vivent certaines familles en détresse, le cabinet s'est rétracté, privilégiant la capture des images de remise du don au détriment des réelles préoccupations. Toute chose qui a entraîné la frustration des résidents du site du centre social d'Akébé, demandant au cabinet de ramener le don. Ce geste, indique le collectif, ne revêt et ne doit souffrir d'une quelconque récupération politique. Il se justifie, disent-ils, par l'envie des personnes vivant avec un handicap de bénéficier des programmes qui participent à leur autonomisation. L'action du mardi 23 mars 2021 marque le refus de la résolution de nos problèmes existentiels par la remise des dons. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le gouvernement de la République à accentuer le processus d'intégration des personnes vivant avec un handicap afin de sortir de la politique de l'assistanat. Cette intégration multiforme qui est déjà encadrée, sans oublier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Car, ne dit-on pas, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson tous les jours. Pour rappel, les personnes vivant avec un handicap du centre social d'Akébé avaient reçu le lundi 22 mars 2021 une visite de la délégation de la mairie de Libreville, partie leur offrir des produits de première nécessité en cette période de crise sanitaire. L'issue de cette rencontre avait donné lieu à des commentaires de tout genre dans les réseaux sociaux et dans certains médias privés. Et au cours de ce point de presse, les personnes vivant avec un handicap ont également attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'état actuel du bâtiment abritant le centre social d'Akébé, menacé d'effondrement dans les jours, semaines ou mois à venir. Écoutons leur porte-parole Wilfried Mouélé, dont les propos ont été recueillis par Arnaud Ngozogo. Le centre social d'Akébé est le plus grand site regorgeant en son sein 32 familles. Ce site avait pris feu le 17 mars 2014. Pour parer au plus urgent, les familles avaient été relogées par l'État dans les locaux du jardin d'enfants, préalablement fermés pour cause d'affaissement du dit bâtiment, et que cela n'était que pour une durée de 6 mois. 7 ans après, la situation n'a connu aucune évolution, laissant les familles dans la crainte d'un probable effondrement. Afin d'éviter des pertes en vies humaines, nous interpellons à nouveau le gouvernement par le biais du ministère des Affaires sociales de se saisir de la situation
afin de nous reloger dans des conditions dignes. La communauté reconnaissante ne saurait oublier les actes posés par des personnes de bonne foi à son endroit. Aussi invite-t-elle celles éprises d'amour de nous soutenir dans l'action de notre autonomisation. Et puis avant la page internationale de ce journal, Guy Carrel, nous nous intéressons au volet consacré à la lutte contre les sachets plastiques à usage unique. La problématique liée à cette préoccupation planétaire, Bruce, sera donc débattue tout à l'heure au cours de l'émission Gabon Environnement à partir de 10h10 sur les antennes de la Radio Nationale. Lisobon Ngoro et Arnando Ngozogo reçoivent pour en parler Christian Abiagé, président de SOS Consommateurs, que je vous propose d'écouter en avant-première. Nous avons à nous réapproprier les habitudes, ce qui permettrait d'encourager, je l'ai dit, l'artisanat, parce que l'artisanat justement est mort ou affaibli du fait de l'utilisation abusive du plastique, qui est, je le dis encore, partout pour porter les bagages, pour emballer les produits, pour conserver les produits, ainsi de suite. Alors que nous avions nos feuilles, nous avions nos lianes, le rotin qui faisait de bons paniers. La femme gardait son panier pratiquement toute la vie puisqu'elle pouvait le léguer à ses enfants. L'artisan pouvait également produire des emballages en bois ou en d'autres matériaux périssables. Et donc, il va falloir nous réapproprier ces habitudes. Ensuite, il va falloir encourager les initiatives de collecte et de recyclage. Quand on dit collecte et recyclage, il ne faut pas regarder ce qui est fait aujourd'hui de façon marginale. Il faut que le gouvernement prenne de réelles mesures qui vont être incitatives à l'investissement dans le secteur, parce que c'est un véritable secteur d'activité, on va dire rémunérateur, parce que ça crée des revenus ailleurs, parce que la matière plastique est devenue une matière première qui peut être transformée pour d'autres usages, parce que ça permet de créer des emplois. On a parlé des emplois verts. Parce que l'économie qu'on a appelée l'économie circulaire, donc récupérer ces déchets pour en faire de la matière première, la transformer pour que ça serve à d'autres usages, ce cycle économique qu'il faut institutionnaliser au Gabon. Malheureusement, depuis quelques années, on a du mal à le faire parce qu'il n'y a pas de cadre institutionnel, il n'y a pas de cadre réglementaire suffisamment incitatif. Faisons très rapidement le point de la situation épidémiologique au Gabon au 26 mars dernier. Sur les 7755 tests réalisés, on comptait vendredi, donc 211 guérisons, 351 nouveaux cas, 100 hospitalisations, 27 réanimations et 2 décès, ce qui porte désormais donc le nombre total des personnes décédées dans notre pays du fait de la Covid-19 à 111, un chiffre qui donne des frissons et qui rappelle à tous l'urgence de se faire dépister, de respecter scrupuleusement les mesures barrières et surtout de se faire vacciner afin de se protéger et de protéger les autres. Quelques nouvelles en international à présent et pour la suite de ce journal. À mes côtés pour ce traditionnel tour d'horizon des nouvelles hors de nos frontières, Issa Steve Mefan. Mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel. Et on débute donc par la RDC, la République démocratique du Congo, où la SOMICA, la société minière du Katanga, répond à la colère des populations. Exactement, la commune annexe de Lubumbashi en République démocratique du Congo accuse la société minière du Katanga de pollution de l'environnement. Les populations de la zone estiment leur santé mise à mal par les activités minières de cette société. La SOMICA se défend. Les accusations de la population ne sont pas fondées car tout est mis en œuvre pour réduire sensiblement les effets de la pollution, assurent les responsables de cette entreprise minière. Merci également dans cette page africaine que vous signez, Issa Steve Mefad. Un mot de justice avec le procès du bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire qui s'ouvre aux assises de Paris. Exactement, le 6 novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent un camp français de la force à Licorne à Bouaké. 9 soldats français et un civil américain sont tués, 38 personnes blessées en représailles. L'armée française détruit l'aviation ivoirienne. S'ensuivent de fortes tensions entre Paris et Abidjan. Plus de 16 ans après le procès des pilotes poursuivis pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Paris sans les accusés. Et ça, Steve Mefan.
Allez, le sport nous intéresse à cette heure-ci. Bonjour Berlek Lekoma. Bonjour Bruce Walker Mapoma. On a les regards, on imagine bien, tournés vers Luanda en Angola, où séjournent les Panthères, notre équipe nationale depuis hier, pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN de 2021. Oui, qualification en poche. Les Gabonais sont arrivés à Luanda hier dans un groupe D où au verdict est déjà connu, les Panthères en tête avant cette dernière journée ont intérêt à jouer le jeu pour conserver cette première place malgré plusieurs absents. Une place de leader qui a quelques avantages pour la suite des événements. À Luanda, Hervé David Maguina. Déjà qualifiés pour la CAN 2021 au Cameroun, les Panthères veulent boucler en beauté ces éliminatoires face aux Palancas de glace d'Angola démotivés. La cerise sur le gâteau serait de terminer premier du groupe D, ce qui serait un avantage considérable lors du tirage au sort des têtes de poule. Cela permettrait au Gabon d'éviter de tomber dans un groupe de la mort. Les Panthères doivent jouer à fond la caisse ce dernier match. Plusieurs absents sont à signaler. Parmi eux, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Atanas Bouanga, Mario René Lemina, André Biyogo Poko et Didier Don Ibrahim. Une occasion pour Patrice Neveu de faire tourner son effectif. On veut terminer sur une note positive. Donc de faire un résultat positif, c'est de prendre des points, d'en prendre un ou d'en prendre trois. On s'est bien entraîné. C'est prévu dans notre programme comme ça. Je dirais malheureusement, avec tous les soucis qu'il peut y avoir avec la pandémie, on a préféré gérer ainsi, mais il n'y aura pas de problème par rapport à la mise en place. On savait qu'on faisait l'impasse dessus. Donc. Les Panthères ont pris leur quartier à l'hôtel Epic Sana, situé en pleine centre-ville de la capitale angolaise. Coup d'envoi du match, 17h, heure de Libreville au Gabon. Luanda, David Maguena pour Radio Gabon, la référence. Match à suivre en direct sur nos antennes avec les commentaires d'Hervé David Maguena. Cet après-midi, il a dit 17h00. Et porter la tunique de son pays, c'est le rêve de chaque footballeur, on le sait, Berlek. Cela passe toujours par une première sélection qui marque Jean-Noël Amonomé a connu la sienne face à la République démocratique du Congo jeudi dernier. Oui, il y avait une grosse incertitude après l'absence déclarée du gardien titulaire Anthony Famezui, testé positif au Covid-19 et forfait pour les 2 matchs décisifs entre Donald Nzé, 3 sélections et Jean-Noël Amonomé, 0 apparition avec les Panthères. Il fallait trancher et c'est le dernier cité qui a eu la confiance du staff de Patrice Neveu. Une grande première pour le gardien de 23 ans passé par le FC 105 et par Akanda FC, le désormais sociétaire de Outongati FC en 2e division sud-africaine, nous raconte sa première titularisation avec la sélection nationale. J'étais content déjà de participer à un grand match comme ça, un match international, parce que j'avais jamais joué de match international A. Voilà, avec les petites catégories j'en ai fait, mais avec les A jamais, j'étais toujours remplaçant. Donc aujourd'hui c'est un grand ouf, c'est un grand soulagement, ça fait du bien à tout le monde et puis j'avais pas vraiment la pression, voilà. Je me suis dit il fallait que je fasse comme d'habitude et puis voilà. Puisque le coach m'avait dit, il n'aimerait pas que quand si je fasse une erreur, je me mets non, je fais une erreur, non. Il m'a dit tout peut arriver dans un match et puis voilà, il faudrait que je sois moi-même. Donc voilà, il m'avait déjà donné sa confiance depuis et puis voilà, je l'ai saisi. Et j'ai bien vécu le match, voilà, les gars m'ont parlé, ils ont communiqué avec moi, quelques petits mauvais dégagements que j'arrivais à faire, mais ils m'ont dit c'était pas grave, de me remettre chaque jour dedans et puis voilà, je me remettais dedans. C'était bien et puis voilà, le résultat est sorti positif pour tout le monde. Jean-Noël Amonomé, voilà, à Luanda avec Hervé David Maguena. Ouais, on va retenir son nom, Jean-Noël Amonomé. Exactement. Les éliminatoires avec évidemment une énorme surprise à Berlek, l'élimination de l'Afrique du Sud par le Soudan qui signe son retour à la CAN. Et on parle bien du quart de finaliste de la précédente édition en Égypte. L'Afrique du Sud ne verra pas la CAN 2021 alors qu'ils avaient besoin d'un point pour passer. Les Bafana ont chuté face au Soudan hier 2-0 à Omdurman à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Conséquence, ce sont les Faucons de Gédiane entraînés par Hubert Velud qui se qualifient pour leur première Coupe d'Afrique des Nations depuis 2012 lors de la CAN co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Voilà tout pour le football. On va finir évidemment par un mot de judo sur les tatamis. Le retour manqué de l'internationale gabonaise Karen Agono. Oui, longtemps absent des tatamis pour des raisons de santé, Karen Agono faisait son retour ce week-end lors du Grand Slam 2021 organisé à Tbilissi en Géorgie et qualificatif pour les Jeux Olympiques. La Panthère n'a pas fait le poids face à la Britannique
Jima Howell. Une défaite et une élimination à ce tournoi qui ne ferme heureusement pas la porte des JO de Tokyo à la Gabonaise. Sa qualification passe désormais par une bien meilleure performance au championnat d'Afrique de judo prévu au mois d'avril en Tunisie. Autre séance de rattrapage possible, les championnats du monde de la discipline à partir du 3 juin. Il s'agira là de l'une des ultimes sorties qualificatives pour les Jeux de la 32e Olympiade qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain dans la ville de Tokyo. C'est au Japon. Et on espère bien un simple hippon. Simplement. Merci beaucoup, Berlek. Merci. Berlek, les combats sur la radio. On va refermer ce journal avec vous, Guy-Karel Boukwala Mongala. À retenir simplement la visite de terrain cette fin de semaine du ministre en charge des infrastructures, Léon Armel Bounda Balondi, s'est imprégné du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville, exécutés par plusieurs entreprises de BTP commises par l'État gabonais. Et puis à Port-Gentil, on a procédé aussi cette fin de semaine au lancement officiel des travaux de la commission provinciale de la carte scolaire, une étape importante dans la recherche des mots qui minent notre système éducatif. À la technique ce matin, il y avait Thierry Wagnin, à la réalisation Issa Steve Méfan, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Bakoma. La page sportive était animée à l'instant par Berlek Lekobat. Moi je suis Guy-Karel Boukwala Mongala et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 8h pour la seconde et dernière grande session d'information de la matinée. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur cette citation de l'analyste et enquêteur Eric Ngongo. La seule route qui mène un pays vers le développement, c'est celle qui est construite par un peuple responsable. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute de nos programmes. À présent, le magazine de la rédaction. C'est pour s'assurer de la qualité et l'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Libreville, Ovendo et Akanda que la délégation conduite par Léon Armel Bounda Balondi, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Travaux Publics, vient de sillonner les chantiers des quartiers Sameton, Mindoubé, Bangos, Bizangoraï, Siban, derrière l'hôpital militaire du PK9, Ondogo et Ali Bandeng. Nous avons envisagé de faire plutôt un ouvrage plat, mais linéaire, suffisamment long pour laisser passer le débit. Et le troisième point d'arrêt, c'est également les problèmes d'écoulement des eaux qui sont à l'intérieur. Okay. Donc, nous avons envisagé pendant la réunion de coordination hier, parce que nous avons initié depuis hier 2 réunions, une réunion de chantier proprement dit par les équipes du terrain, c'est-à-dire l'équipe de Sokoba et la mission de contrôle, et une réunion de coordination les vendredis. Et au cours de cette réunion d'hier que nous avons arrêtée, nous avons prévu que pour rattraper le retard accusé, avec, je parle ici en présence de monsieur le directeur général de Sokoba, monsieur Baloche, on va redimensionner les équipes. Ils vont prévoir une deuxième équipe, il me l'a reconfirmé ce matin, de pouvoir résorber le retard qui a été accusé afin de pouvoir tenir les délais de 8 mois tels que prévus conformément au contrat. Voilà, on essaie de pousser et également redimensionner le matériel. Donc il dit 2 équipes, dit 2 équipes de matériel. Donc voilà ce qui est envisagé à partir de la semaine prochaine. Construction anarchique, déversement des eaux usées sur la voie publique, câbles électriques traînant à même le sol, c'est cet incivisme des populations qui serait à l'origine du ralentissement du chantier lancé au lendemain de la visite inopinée du président Ali Bongo Ondimba dans certains quartiers du Grand Libreville le 4 novembre dernier. On a eu des contraintes liées à la SEG, qui avait des conduites enfoncées et puis beaucoup d'autres contraintes. Mais à 36%, nous pensons être dans les normes accords publics. Quand on a ce genre de cas, les entreprises aussi comme Colas, ils ont toujours des équipes pour ce genre de travaux. C'est-à-dire que s'il y a des tuyaux qui sont dégradés pendant les travaux, ils font des réparations d'abord très vite avant de venir faire une réparation à long terme pour un avancement de travaux. Sur le terrain, le membre du gouvernement a pris la mesure des doléances des populations. Nous vous parlons parce que vous représentez tout le gouvernement aujourd'hui, que vous essayez de regarder cela, que ces entreprises ne partent pas sans aménager au moins, c'est vrai qu'ils travaillent la tâche par rapport à leur rendement, mais nous sollicitons de vous que vous regardez cette situation-là, monsieur le ministre. D'accord. Naturellement, on ne peut pas déjà tout faire. Nous faisons d'abord avec les moyens que nous avons. C'est une première phase. Mais dans l'avenir, effectivement, d'autres axes peuvent être mis dans notre programme. Pour l'instant, ces PME qui sont ici sont venus pour 2 axes principaux qui ont été mis dans un vaste programme. Naturellement, on sait que les besoins sont immenses et pour implémenter d'autres itinéraires, il faudrait effectivement que nous puissions les étudier et avoir la ressource qu'il faut pour les faire. Mais nous comprenons bien que c'est important pour la population. Ensuite, sur les travaux
comme on dit souvent, on ne peut pas faire une route sans des agréments, naturellement. Donc, on voudrait aussi vous demander votre indulgence pour savoir que les travaux routiers en zone urbaine à forte circulation causent quelques perturbations. Mais c'est un mal, je dirais, nécessaire. Mais on va essayer de faire tout pour que, effectivement, vous ayez le moins de mal possible pour vos tâches quotidiennes. Ce chantier inscrit dans le plan d'action d'urgence ira à son terme. Partout où il est passé, Léon Armel Bounda Balonzi a rassuré les équipes commises à la tâche et les populations. Nous avons choisi l'entreprise qui a la capacité, premièrement. Nous avons le financement qui est sûr. En termes d'enveloppe, c'est un peu moins de 25 milliards que nous avons consacré à tous ces travaux. Deuxièmement, je pense à cet effet que nous allons donc achever ces travaux qui vont aller à leur terme. Mais globalement, nous pensons que les entreprises doivent renforcer au niveau du matériel pour augmenter les cadences. Et le chef d'État nous a aussi rappelé qu'il veut des routes qui soient faites dans la qualité. C'est pourquoi nous avons pris le temps de faire des projets d'exécution qui ont été validés aussi bien par les missions de contrôle que par l'administration et sur la base desquels les entreprises sont contrôlées et avancent les travaux. Et je note aussi que nos compatriotes sont impatients de voir la réalisation de ces travaux menés à terme. Globalement, ces chantiers s'exécutent entre un délai de 4 à 10 mois, selon la nature des travaux. Donc les travaux les plus complexes seront en 10 mois, mais nous allons tout faire pour réduire au maximum les délais. Et donc, en même temps que les entreprises sont sur le terrain, vous noterez qu'il y a aussi des travaux qui se font en atelier où il est produit des éléments comme les pavés, les dalettes, ainsi de suite. L'intérieur du pays ne sera pas oublié, a renchéri le membre du gouvernement. Dans ce programme qu'on appelle le programme de d'action d'urgence, donc coordonné par le premier chef du gouvernement, il y a aussi des routes à l'intérieur du pays qui sont dans ce programme, notamment des routes en terre, et pour lesquelles aussi nous allons nous y rendre pour constater effectivement que ces chantiers sont aussi, n'est-ce pas, en train d'avoir une bonne cadence. La route est un facteur de développement et ce chantier vient matérialiser l'engagement du président Ali Bongo Ondimba d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Voilà pour ce magazine de la rédaction consacré à la visite de terrain.